Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Merci Jean-Ralph et Jean-François pour l'invitation. Vous présenter rapidement les résultats d'un travail là qu'on vient de terminer avec Claire et Nicolo, qui ont grandement contribué à l'analyse des antibiogrammes, je vais vous en parler tout à l'heure, sur effectivement l'impact pronostic d'une monothérapie adéquate versus une bithérapie adéquate dans les pneumonies nosocomiales. Spécifiquement à bacillogramme négatif. Donc ça, ce sont mes conflits d'intérêts. Et cette slide permet également de rappeler que MSD a soutenu financièrement ce projet. On avait répondu à un appel de MSD Global il y a quelques années maintenant avec Jean-François. Et on avait, enfin, Outcome Rea avait reçu un financement pour mener à bien ce projet sur la base de données. Alors, on va aller très rapidement. Ça, c'est des choses que vous connaissez très bien. Pas vous faire l'affront de vous rappeler que les PAVM sont l'infection nosocomiale les plus fréquentes en réanimation. Le point majeur sur cette diapo, c'est évidemment le pronostic en termes de mortalité des pneumonies acquises sous ventilation mécanique, avec une mortalité globale qui est très élevée, une mortalité attribuable qui est beaucoup plus faible, beaucoup plus discutable. Il n'est même pas certain qu'elle soit significative, mais ça c'est un autre débat. Mais globalement, ce sont des malades qui vont mourir beaucoup. Donc, il y a évidemment intérêt à se poser la question de savoir comment on peut améliorer leur pronostic, au moins à court terme. Sur l'épidémiologie, on s'est intéressé spécifiquement au BGN parce que je pense que sur les staphylocoques, et en particulier les SARM, c'est vraiment une autre approche. Les BGN, dans les réanimations françaises, et comme dans les autres réanimations du monde d'ailleurs, c'est au moins 50 à 60% des pneumonies acquises sous ventilation mécanique, avec une proportion variable d'entérobactéries et de pseudomonas. En France, étonnamment, là, on a plutôt un peu moins de pseudomonas. Je suis étonné par ces données de surveillance. En général, c'est globalement autant d'entérobactéries que de pseudomonas d'une cohorte internationale à une autre. Et à côté des PAVM, il y a d'autres catégories de pneumonies nosocomiales qui nous intéressent de plus en plus en réanimation. Ça, ce sont les pneumonies acquises en réa, mais non acquises sous ventilation. C'était un travail également du groupe Outcome Rea qui avait été publié il y a quelques années maintenant dans Critical Care Medicine, et vous connaissez ce travail. Un travail qui avait montré que la mortalité globale de ces pneumonies acquises en réa hors VM était globalement la même que celle des PAVM, et que le pronostic était sans doute encore plus délétère lorsque ces pneumonies étaient acquises sans ventilation mécanique, mais qu'elles nécessitaient dans un second temps le recours à l'intubation orotrachéale, ce qu'on appelle des VHAP, des Ventilated Hospital Acquired Pneumonia. Et cette histoire de VHAP associée à un pronostic plus sombre encore que celui des pneumonies acquises sous ventilation mécanique, ce n'est pas un concept qui est encore très fréquemment répandu dans la littérature. On commence à trouver quelques papiers qui font un peu la synthèse et qui rapportent globalement une mortalité plus importante avec les VHAP qu'avec les VAP et avec les HAP qui n'ont pas besoin de ventilation tout court. Mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas très défriché dans la littérature. C'est par exemple pas du tout adressé dans les guidelines, que ce soit nord-américaine ou européenne. Mais il nous a semblé intéressant de prévoir un sous-groupe dans l'étude que je vais vous présenter juste après. Et pour ce qui est de l'écologie de ces pneumonies nosocomiales, donc là, c'est que les pneumonies nosocomiales acquises en réa. Évidemment, on ne parle pas des pneumonies nosocomiales acquises dans les services et qui justifient la transfert en réanimation. Là, on a vraiment extrêmement peu de données. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'écologie en matière d'espèces bactériennes et de problématiques de la résistance est la même que celle qu'on a sur les pneumonies acquises sous ventilation mécanique. Donc, l'approche en termes d'antibiothérapie va être à l'évidence la même. Alors, pourquoi se poser la question de la bithérapie? Bon, alors, c'est évidemment un très très vieux débat dans la littérature, ça vous connaissez ça tous très bien. L'idée étant que d'additionner deux drogues qui marchent pas très bien ou un peu, et ben, ça permet d'avoir un effet plus fort que le simple effet additif. Peut-être un effet synergique. Alors, il y a évidemment énormément de données in vitro, de courbes de time killing, de choses comme ça, qui suggèrent, avec certains régimes, certaines associations, certaines bactéries, un effet synergique qui est important. Dans la pratique, on va voir que c'est loin d'être aussi évident que ça, mais globalement, le rationnel, au-delà de l'approche probabiliste, qui est de se dire que quand on met deux molécules, on a plus de chances d'en avoir au moins une active que si on en met une toute seule. Dès lors qu'on est sur une infection documentée, les arguments pour le faire, ce serait peut-être d'accélérer la clairance bactérienne par le biais d'un mécanisme synergique, et donc par la même occasion de prévenir l'émergence de la résistance au site de l'infection en baissant l'inoculum, évidemment d'améliorer avec ces deux axes l'outcome des malades, mais ça c'est la théorie, on va voir que c'est loin d'être aussi évident que ça. Alors si on se penche sur les données de la littérature qui existaient sur combination therapy et pneumonie nosocomiale, il y a pas mal de données qui sont pour la plupart des données très anciennes,
que je vais essayer de vous résumer rapidement. Ça, c'est une méta-analyse Critical Care Medicine qui a 15 ans et qui inclut des papiers donc, qui datent pour la plupart des années 80. Pas d'impact significatif sur la probabilité de décès avec un traitement combiné. Mais alors évidemment, il n'y a évidemment pas d'ajustement particulier sur ce type d'études. Les schémas posologiques qu'on utilise dans les années 80, que ce soit pour les bêta-lactamines et pour les aminosides, étaient à l'évidence pas les mêmes que ce qu'on utilise maintenant, et donc c'est pas forcément extrapolable aux pratiques actuelles en matière d'antibiothérapie. Et puis le point majeur, et c'est finalement le point de la plupart de ces papiers, c'est que toutes ces études regroupent en général des pneumonies suspectées et des pneumonies confirmées microbiologiquement au laboratoire. Et donc d'aller tester l'impact d'une bithérapie sur une pneumonie qui au final n'est pas confirmée microbiologiquement, évidemment que ça n'a pas beaucoup d'intérêt en termes d'outcome. Un papier canadien qui était sorti un petit peu après, toujours dans CCM, une très grosse cohorte, 740 malades, mais là encore ce sont des pneumonies suspectées et non pas que des pneumonies confirmées. Étaient exclus de cette étude les malades qui étaient colonisés à Pseudomonas, les malades immunodéprimés, donc c'est finalement, ça fait déjà beaucoup de malades qu'on voit dans les services avec des pneumonies qui n'étaient pas considérées par cet essai. Méro-Cipro versus Méro tout seul. Et vous voyez qu'au final, il y avait moins de 20% des malades qui avaient une pneumonie confirmée avec ce qu'on appelle un pathogène à haut risque, donc une entérobactérie C3GR ou un Pseudomonas, ou éventuellement un Acinetobacter baumannii. Et qu'est-ce que ça donne sur les outcomes des malades? Vous le voyez à droite de la diapo. La seule chose qui sort de manière significative, c'est que quand on met deux molécules, on a une proportion d'adéquation qui est plus importante, c'est normal, parce qu'on a une probabilité plus élevée d'avoir au moins une des deux molécules actives. Mais que sur le reste des outcomes, il y avait peut-être un petit signal sur la résolution clinique, mais plutôt finalement en faveur de la monothérapie, c'est étonnant. Et puis il n'y avait absolument pas de différence sur le reste, et notamment sur la mortalité, mais encore une fois, très peu de pneumonies confirmées à bacilles gram-négatifs potentiellement résistants. Et puis, toujours sur la même période et toujours le même journal, une étude dédiée à Pseudomonas, cette fois-ci, donc c'est l'étude de Garnacho-Montero. C'est rétrospectif, il y a un peu moins de 200 malades, et dans cette étude, ce qui sortait sur la mortalité, c'était le fait de recevoir un traitement adéquat ou non, mais dès lors qu'on avait un traitement adéquat, que ce traitement adéquat soit une monothérapie adéquate ou une bithérapie adéquate, il n'y avait pas de différence significative sur ce point-là. On en était là, et puis si on va un petit peu plus loin, en fait, au-delà de ces études sur les pneumonies, il y a des papiers un peu plus récents, mais qui ne sont pas forcément très très récents, hein, mais qui ont, on va dire, une approche un petit peu plus globale. Ça, c'est l'essai de Brunkhorst là, du JAMA il y a une dizaine d'années. Là encore, méro-fluoroquinolone versus méro-sol, 550 malades, avec pas mal d'infections pulmonaires, beaucoup d'infections à bacilles gram-négatifs pour celles qui étaient documentées, parce que finalement, il y a beaucoup d'infections qui n'étaient pas documentées dans cette étude. Pas de différence entre les deux bras sur l'évolution des différents organes jour par jour, et donc logiquement pas de défaillance sur la mortalité cumulée à 3 mois, ce qui était relativement attendu, mais là encore, on avait 2/3 d'infections qui n'étaient pas documentées, et donc il est très compliqué de raisonner sur ce type de questions lorsque la majorité des malades inclus finalement n'ont pas d'infection confirmée par le laboratoire. Et puis inversement, il y a des papiers en faveur d'un effet délétère de la bithérapie, en particulier sur le risque rénal attribué aux aminosides. Ça, c'est une étude que vous connaissez, j'imagine, déjà, un papier de Marc Bonten, CID 2017. Donc, c'est une étude, en fait, c'est 2 réanimations parallèles, donc c'est absolument pas randomisé, hein, c'est une étude de cohorte prospective menée dans 2 réas. Il y a une réa qui fait globalement C3G Ginta, en probabilité sur l'UCL6 communautaire, l'autre réa qui fait que des C3G sans gentamicine. Il y a très peu de pneumonie dans cette étude, c'est surtout de l'abdomen et de l'urine, et encore une fois sur l'infection communautaire. Donc la C3G en fait est active dans 95% des cas, c'est l'écologie hollandaise. Et donc le papier n'a pas retrouvé d'impact de l'adjonction de gentamicine sur la mortalité ou la résolution dans l'éventuel état de choc, mais par contre il y avait un impact significatif sur le risque de développer une insuffisance rénale au cours du séjour en animation pour les malades qui avaient reçu de la gentamicine. Et puis finalement, la dernière approche, c'est peut-être de se dire que tous les malades ne peuvent pas en bénéficier, mais qu'il y a peut-être les malades les plus graves qui vont en bénéficier, et qu'au contraire, les malades les moins graves vont en pâtir, sans doute via un risque rénal induit par les aminosides. Et donc, on a des vieux papiers comme celui-ci, là, de Kumar de 2010, que vous connaissez tous, qui suggérait ça, que globalement, le bénéfice, il existe, il est chez les malades les plus graves.
Et ce qui a été observé dans Increment là, sur des bactériémies à EPC, enfin, en particulier à Klebsiella, KPC, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que d'associer deux molécules pour des malades qui ne sont pas graves, ça ne change rien. D'associer deux molécules pour des malades très graves, ça peut avoir un impact sur la mortalité, mais là on est sur des bactériémies à BHR, c'est une approche qui est peut-être un petit peu différente. Et quoi qu'il en soit, la littérature dit qu'il y a eu plein d'études depuis 25 ans sur la bithérapie en réanimation, mais qu'on ne peut pas en dire grand-chose, la plupart des études étant à haut risque de biais. Ça, c'est la dernière méta-analyse de Cheval et Moller, là, qui a quelques années maintenant. Et globalement, les auteurs disaient qu'ils ne pouvaient pas conclure à un bénéfice ou à un danger associé à la bithérapie, compte tenu de ces données qui sont très abondantes, mais qui sont finalement parcellaires, biaisées et difficiles à interpréter. Et d'ailleurs, il est toujours considéré par les experts de la Sorin Sepsis Campaign que la question de la bithérapie, et notamment chez les malades les plus graves en sepsis ou en choc septique, n'est pas résolue malgré ces 25 ans de recherche et qu'il y a encore de la place pour de nouvelles études. Je vais passer très rapidement sur les recommandations, vous les connaissez. L'idée, c'est que dans les recommandations nord-américaines, elles sont très larges en termes de thérapie initiale et elles recommandent de désescalader, sauf si le malade est très grave. Donc, sur un niveau de preuve faible, les Américains recommandent de poursuivre une bithérapie quand on a les antibiogrammes chez les malades les plus sévères. Les Européens disent également bithérapie initiale pour couvrir large, mais désescalade ensuite une fois qu'on l'a documenté, même chez les malades les plus graves. Là encore, le niveau de preuve il est relativement faible, vous le savez. Les recommandations françaises disent à peu près la même chose, et globalement, les réanimateurs, ils sont un peu embêtés. Quand on regarde ce que font les réanimateurs français, c'était le papier de l'ASFAR qui avait été publié après la publication de ces recos nord-américaines, européennes, françaises, qui montre que malgré la mise en place de ces recommandations, et même quand on fait un feedback pour faire un peu de renforcement positif après la mise en place des recommandations, les réanimateurs français ont d'une part du mal à ne faire qu'une molécule en probabiliste chez les malades les plus graves, y compris chez ceux qui n'ont pas de bactéries multirésistantes ou qui ne sont pas à risque de BMR. Vous voyez que là, c'est moins de 60% des malades sans risque de BMR qui reçoivent une monothérapie, les autres sont traités en bithérapie probabiliste, et ensuite la désescalade, et notamment l'interruption de la molécule compagnon, l'aminoside, c'est également à peine 50% des cas. Donc malgré toutes ces études, globalement, c'est pas très bien quoi faire, et les réanimateurs continuent à utiliser beaucoup de bithérapie, notamment chez les patients les plus sévères. Le dernier papier avant de passer à l'étude, c'est l'étude ancillaire de idiapazon qui a été publiée par Arnaud et Adrien Bougelet dans Critical Care il y a quelques mois. 170 malades, c'est que des pneumonies nosocomiales, enfin que des PAVM apio. Alors c'est compliqué parce qu'il y a un regroupement des bithérapies empiriques, des bithérapies définitives, mais globalement ce qui sort, c'est qu'il n'y a pas d'impact significatif sur la mortalité, y compris après ajustement sur le sofa d'inclusion et le bras de randomisation. Pas de différence non plus sur le risque de récidive de ces PAVM apio chez les malades qui avaient une bithérapie versus une monothérapie efficace, mais encore une fois avec une interprétation un petit peu compliquée. Alors ce qu'on a essayé de faire dans cette étude, c'est de regarder spécifiquement monothérapie adéquate versus bithérapie adéquate dans une population bien définie, bien caractérisée, de malades de réa, avec des pneumonies nosocomiales, éventuellement ventilées, des VHAP ou des PAVM à bacillogramme négatif, et de regarder parallèlement à l'impact sur la mortalité toute cause à J28, l'impact sur la probabilité d'être en guérison clinique à J14. Alors, je ne vous ai pas mis les définitions, mais c'est les définitions habituelles. Et puis, l'association avec le risque de développer une insuffisance rénale aiguë ou de mourir avant J7. Alors, pourquoi on a mis la mort plus l'insuffisance rénale aiguë à J7 et pas uniquement l'insuffisance rénale aiguë? C'est la nouvelle approche pour les complications de la défaillance rénale, aussi bien en chronique qu'en aiguë. C'est ce qu'on appelle les MAKE. Les événements rénaux majeurs et le consensus dans la littérature récente est de ne pas seulement considérer la survenue d'une acquis modérée ou sévère, avec ou sans recours à l'épuration extra-rénale, mais c'est également de considérer la mort étant un événement compétitif pour développer une insuffisance rénale et éventuellement pour avoir besoin de dialyse derrière. Donc l'approche est, on va dire, conjointe sur ces trois outcomes. Tous les malades avec un premier séjour en réa 2008-2019, on n'a pris que des PAVM monobactériennes pour vraiment pouvoir classer précisément bithérapie adéquate, monothérapie adéquate, ce qui aurait été plus compliqué avec les pneumonies polymicrobiennes. On n'a pris que la première pneumonie. Définition habituelle, CDC, ICDC pour MDR. Et puis on a donc regardé avec Claire, Nicolo, Jean-Ralph et Jean-François, un par un, tous les antibiogrammes pour définir ce qui était adéquat et pas adéquat de manière, on va dire, fine.
On l'a fait pour cette population de malades, mais on l'a fait en fait sur beaucoup plus de malades parce qu'il y a un deuxième travail en cours sur adéquation. Les analyses statistiques, c'était Stéphane et Jean-François. J'en profite pour remercier Stéphane là, qui a fait un énorme travail là, que j'ai harcelé pendant le reviewing là, pour demander des données supplémentaires. Donc vraiment, merci beaucoup. Avec deux approches, de l'IPTW et de la régression logistique multivariée que j'aurais du mal à vous expliquer en détail sur les aspects techniques. Ça a été ajusté sur des facteurs cliniquement sélectionnés de confusion et pas des facteurs identifiés par analyse statistique avec le calcul d'un score de propension. Et puis un certain nombre d'analyses de sous-groupes, notamment pour les malades graves en choc septique, les malades avec SOFA élevé, les malades infectés avec des BGN non fermentants, un peu moins de 400 malades, 150 avec une monothérapie adéquate, 240 avec une bithérapie adéquate, sachant que la cohorte globale des malades avec pneumonie là, sur le projet MLT, c'est 880 patients sur lesquels on est en train de travailler. Une population, on va dire, de vraie vie, hein, c'était 2 tiers de PAVM, 1 tiers de pneumonie nosocomiale, moitié VHAP, moitié HAP non ventilé, 1/4 de malades immunodéprimés, 40% de pneumonie apio, des malades graves avec un SOFA 7 en médiane le jour de la pneumonie, donc vrais malades de réanimation. Ils ont été traités par bêta-lactamine en molécules pivot comme attendu, essentiellement des bêta-lactamines anti-pseudomonas. Les malades du groupe Combination Therapy recevaient essentiellement un aminoside en traitement compagnon et avec un petit peu de fluoroquinolone et très peu du reste, c'est-à-dire du Bactrim, de la colie, des choses comme ça. Vous avez les traitements de suppléance en dessous. Cette bithérapie, elle était maintenue en médiane pour 3 jours dans le groupe Combination Therapy. On s'est amusé au cours du, enfin amusé, je sais pas, enfin en tout cas au cours du reviewing, on a regardé les posologies moyennes des antibiotiques en fonction du stade de défaillance rénale, et globalement c'était des posologies standards, il n'y avait pas de sous-dosage évident de ces molécules-là, notamment pour l'amicacine, parce que vous voyez que quel que soit le degré de défaillance rénale, on est entre 20 et 25 mg kg de posologie sur la première injection à J0 de la pneumonie, donc c'est assez standard et conventionnel, on va dire. Et donc, pour les endpoints de l'étude, le premier, c'était donc le critère du genre principal, la mortalité toute cause à J28. Pas de différence significative entre les deux bras en analyse, on va dire, bivariée. Quand on regarde la survie cumulée à J28 ajustée sur l'IPTW, vous voyez que les deux courbes sont strictement superposables. Et finalement, quelle que soit l'approche statistique qu'on utilise, l'IPTW ou le modèle plus classique de régression logistique multivariée, il n'y a pas d'association significative entre combination thérapie et la mortalité toute cause à J28. Donc c'est totalement NS sur la mortalité qui était encore une fois le critère principal. Et sur les deux critères secondaires, la guérison clinique à J14, même chose. Alors il y a peut-être même un peu plus de guérison clinique sans ajustement dans le groupe monothérapie, mais ça c'est peut-être lié au fait que les malades les plus graves ont une poursuite de la bithérapie un petit peu au-delà du T0. Vous voyez que là encore, après ajustement, il n'y a pas d'impact, enfin, pas de différence significative entre les deux bras sur la probabilité de guérir à J14 que l'on reçoive une ou deux molécules actives. Et puis donc le troisième endpoint, c'était les événements rénaux. Pas de différence significative en univarié sur le risque d'acquis à J7. On avait exactement le même taux de décès à J7 dans les deux bras. Et quand on poulait ces deux événements, vous voyez que là encore, malgré le fait que les malades du groupe Combination Therapy recevaient essentiellement des aminosides, il n'y a absolument aucun impact identifiable sur le risque de développer une insuffisance rénale. Et puis on a fait un certain nombre d'analyses de sous-groupes qui ont dû être refaites intégralement, et là encore, merci Stéphane pour le boulot. On a regardé sur les 3 endpoints pour tous les sous-groupes prédéfinis, notamment non fermentant, aminoside ou fluoroquinolone, durée de la combination thérapie, SOFA à J0 de la pneumonie, choc septique, bactériémie. Tout est strictement non significatif. Voilà, donc il n'y a pas de sous-groupe, et en particulier ceux des malades les plus graves, choc septique, pseudomonas, bactériémie, vous voyez qu'il n'y a pas d'impact identifiable, contrairement à ce qui avait été suggéré par des études antérieures. Voilà. Et puis sur les autres outcomes, il y a 2 petites choses à signaler. Bon, il n'y a pas de signal évident sur Clostridium difficile, mais il y avait extrêmement peu de malades concernés, 5 malades sur 400. Et pour l'acquisition de BMR, il y avait en bivarié, mais on n'a pas été au-delà de ça.
Peut-être un peu plus d'acquisition dans le groupe monothérapie que dans le groupe combination therapy. En tout cas, on n'a pas l'impression que le fait d'ajouter un deuxième antibiotique sur les premiers jours augmentait de manière évidente le risque d'acquérir secondairement une BMR. Alors, il y a des limites, hein, c'est des données prospectives, c'est ajusté sur un score de propension, mais ça reste une analyse rétrospective, évidemment, de la base. On n'a pas regardé en détail l'impact du schéma pathologique, on n'a pas regardé, parce qu'on n'avait pas les données, l'impact du TDM, justement, sur la qualité. On avait très peu de pathogènes XDR ou pandroid résistants, donc on n'a pas pu faire d'analyse de sous-groupe. On s'est focusé sur le rein pour les effets indésirables des aminosides. On n'a pas regardé les autres effets indésirables, éventuellement attribués à l'antibiothérapie. Et puis, je ne sais pas si c'est une limite, mais il y a un revieweur qui nous a un peu embêté avec ça. Évidemment, on a regardé que des malades qui étaient dans la base, donc que des malades de réanimation. On n'a pas regardé des malades qui avaient des HAP, qui étaient managés dans les étages. Voilà, et donc les messages principaux, c'est que ça fait une étude de plus, mais peut-être, je ne vais pas dire qu'elle est mieux que les autres, en tout cas elle est très granulaire et elle est vraiment pointue sur le plan statistique. Pas d'impact sur la mortalité AG28 de toute cause, y compris chez les malades en choc septique et les patients infectés avec du non-fermentant, et c'était quasi que du pseudomonas. Pas d'impact de la bithérapie sur la probabilité de guérir, cliniquement AJ14. Pas de surrisque de défense rénale avec les aminosides, mais on est sur des traitements courts. La totalité des réanimations qui participent à Outcome Réa font du monitorage des concentrations plasmatiques. C'est évidemment des schémas posologiques en une dose, et puis les 2 ou 3 injections par jour qu'on avait dans les études des années 80. Voilà, pas de red flag sur BMR et Clostridium, mais ce n'était pas le sujet de l'étude et on n'a pas approfondi ça. Et puis, il y aurait évidemment matière à recherche complémentaire sur des pneumonies nosocomiales spécifiquement causées par des BGN XDR. Voilà, merci de votre attention.